Tidjani Jeftal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'Intégrer les grandes écoles et les filières d'excellence aux éditions Ellipse. Et de là, vous avez créé votre chaîne YouTube Réussite scolaire. Vous prodiguez vos conseils, vos secrets. C'est gratuit et ça marche. Absolument. J'encourage les élèves et les étudiants à se renseigner au maximum. Oui, en fait, c'était votre slogan, en fait. Et justement, on va voir ce que ça donne en vidéo. Je rencontre parfois des élèves qui décident de ne pas faire acte de candidature pour telle filière d'excellence ou telle formation parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Mon conseil est toujours de procéder en deux temps. Commencez par faire le maximum pour être admis et ensuite chercher les possibilités de financer la formation. Plus l'institution est sélective, plus vous aurez de possibilités de financement. Plusieurs pistes peuvent être explorées. Différez votre admission d'1 an, le temps de résoudre la question du financement. Obtenir un prêt bancaire. Travailler à temps partiel pendant vos études. Négocier un paiement différé avec l'école ou l'université en question. Signer un pré-contrat avec une entreprise ou l'armée en échange du paiement partiel ou total de la formation. Solliciter votre entourage ou un cercle plus large à travers une cagnotte. Obtenir une aide d'un organisme public ou d'une fondation. Voilà, autant de petits tuyaux dont les étudiants ont bien besoin. Alors là, c'était par rapport au financement des études. Vidéo qui s'adresse aux étudiants africains ou pas uniquement? Alors, vidéo qui s'adresse à tous les élèves et les étudiants qui aspirent généralement à des filières d'excellence et qui n'ont pas dans leur entourage proche des gens qui peuvent leur donner les codes de ces parcours. Et du coup, aux parents d'élèves aussi, peut-être? Absolument, absolument. C'est tout un écosystème qui permet de réussir. On ne le fait jamais tout seul. Et les profils sont évidemment très divers, j'imagine. Alors, dans le livre, je l'ai écrit avec 35 contributeurs, avec des profils effectivement très, très divers. La moitié des contributeurs sont originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Mais en termes de diversité scolaire, ça va de l'ENA à Polytechnique, à Harvard, à Saint-Cyr. Donc c'est vraiment très large. Et en termes de métier, il y a de la médecine, du droit, du conseil en stratégie, etc., etc., etc. Oui, donc, parce qu'en fait, il y a les vidéos, mais il y a aussi votre livre. Et c'est comme ça que vous avez procédé pour écrire votre livre. Vous avez contacté ces 35 professionnels, finalement. Absolument, absolument. J'ai contacté 35 professionnels qui ont suivi des parcours d'excellence. En essayant d'avoir un panel très diversifié pour que le livre puisse parler à un grand nombre de lecteurs. Et je leur ai demandé deux choses. Ce qui leur a permis d'avoir des bons résultats à l'époque, pendant leurs études, et ce qu'ils ont appris de la vie qu'ils auraient bien voulu comprendre à 18 ans. Ah, voilà, de précieux témoignages. Alors, dans la suite de cette même vidéo, vous comparez la France aux États-Unis, mais il y a quand même un gros problème depuis le début de cette rentrée scolaire. C'est la hausse des frais de scolarité x10, x16, parfois pour les étudiants non européens. Ça change tout, du coup? Alors, x10, c'est énorme et c'est, je dirais, presque brutal. Mais il faut se souvenir qu'on partait de tarifs qui étaient très très bas, qui étaient vraiment symboliques, surtout comparé aux pays anglo-saxons. Le système français permet de faire des études d'excellente qualité, sans s'endetter à hauteur de dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. Et je pense que c'est encore le cas. Je ne veux pas minimiser la difficulté de certaines familles de faire face à ces nouveaux frais de scolarité. Tout est relatif et par rapport à beaucoup de pays, notamment anglo-saxons ou voire d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne, ça reste très raisonnable en France. Et les États-Unis, c'est combien par exemple? Les États-Unis, pour arriver à un bachelor, on se retrouve facilement à dépenser plus de 100 000 euros. Donc pas besoin d'aller voir ailleurs en fait? Moi, je dirais que pour ceux qui sont francophones, la France offre des possibilités dans beaucoup de domaines. Pour ceux qui sont uniquement anglophones, ça commence, mais pour le premier cycle universitaire, il n'y a pas encore beaucoup d'options. D'ailleurs, pourquoi aller faire ces études à l'étranger? N'y a-t-il pas des structures de qualité sur le continent? Alors, je ne veux pas dire ça commence. Il y a quelques structures qui existent depuis très longtemps, notamment une en Ouganda qui s'appelle Makerere University, classée dans les meilleures dans le monde. Il y en a également quelques-unes en Afrique du Sud.
peut-être au Maroc, en Tunisie, mais d'une manière générale, il faut reconnaître que l'enseignement supérieur en Afrique manque de moyens pour vraiment développer des standards mondiaux. Il y a des groupes internationaux qui investissent maintenant dans des groupes privés qui commencent à investir dans l'éducation supérieure en Afrique. Donc je pense que d'ici 10-15 ans, on ne sera pas surpris de retrouver des universités africaines dans le classement de Shanghai des meilleurs mondiaux. Alors on a vu les rentrées qui se faisaient un petit peu partout dans le monde, en Afrique aussi évidemment, mais cette année dans un contexte particulier de Covid, après une période de confinement également. Exemple avec ce portrait de Dame Sil, 31 ans, étudiant en Master 2 de philosophie à l'Université Paris 8 de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Laure de Matos et Benoît Robin l'ont suivi pour nous. Bienvenue dans ma petite chambre d'étudiant. C'est là où j'ai passé donc 2 mois et demi donc de confinement, de longs vraiment moments. 2 mois et demi de confinement, seul, dans 18 mètres carrés. Et plus de 500 € de loyer à payer chaque mois, malgré tout. À un moment donné, on se retrouvait vraiment sans travail, on n'avait plus de revenus, donc c'était très difficile pour nous. C'était un moment anxiogène. Dame Sil a 31 ans. Cela fait 5 ans qu'il jongle entre ses études de philosophie et des missions d'intérim. Il n'a pas le choix. Il ne reçoit pas de bourse, ni de la France, ni du Sénégal, son pays d'origine. Et passe donc beaucoup de temps à naviguer entre Paris et sa banlieue pour travailler quelques heures ici et là. Je profite beaucoup des transports pour faire de la lecture. C'est ma deuxième bibliothèque universitaire. L'occasion de potasser les œuvres de Frantz Fanon sur lequel il rédige son mémoire de master. Mais sa priorité en ce moment, c'est de multiplier les petits boulots pour renflouer les caisses, rembourser des dettes après des mois d'inactivité. J'ai fait de la plonge ici, c'était un restaurant donc emporté. J'ai fait 4 heures de temps ici, donc presque pendant plus de 2 semaines. Pendant le confinement, le Sénégal lui a versé 200 €. Il n'a pas bénéficié du système de chômage partiel mis en place par la France. C'est à l'université de Paris 8, en banlieue parisienne, là où il est inscrit, que Dame Sil a trouvé un soutien très concret. 250 € en espèces et 100 € en bons d'achat alimentaires. En tout, l'université a débloqué près de 850 000 € d'aide d'urgence pour que ses étudiants tiennent pendant cette période difficile. On a eu des messages très alarmants. Isolement, détresse, précarité alimentaire. Certaines universités ont été fermées. Beaucoup d'étudiants ont perdu leur emploi. Oui, la précarité, elle est totale. La vie reprend à l'université, avec pour Dame Sil une obligation, rattraper son retard et soutenir son mémoire de Master 2 avant décembre, où il lui faudra se réinscrire et payer de nouveau les frais universitaires. Je suis très content de pouvoir venir aujourd'hui, donc vraiment pour reprendre, vraiment se plonger un peu sur mes lectures, avancer sur la rédaction de mon mémoire. Et vraiment, je suis très heureux quand même, après tant de vraiment qu'il y a un moment qui a paru vraiment interminable. Dame Sil a du mal à envisager la suite. Il serait tenté de poursuivre ses études jusqu'au doctorat, mais rêve surtout de rentrer au Sénégal pour y enseigner la philosophie. Voilà, pas facile de braver les obstacles en cette période de pandémie. Un conseil, coach ? Alors, mon conseil, c'est de persévérer. Je félicite ce jeune homme. Moi, je suis né au Mali. Grâce aux études, j'ai eu accès à des opportunités auxquelles très peu de Maliens de ma génération ont eu accès. Donc, courage à lui. Et vraiment, ça vaut le coup de persévérer. Et c'est une question d'état d'esprit aussi. Absolument. Quand on a un objectif, qu'il soit scolaire, sportif, professionnel, 80% du succès, c'est l'état d'esprit. Il faut y croire, il faut avoir confiance en soi et il faut surtout s'entourer de gens qui vous poussent vers le haut. En tout cas, en France, une chose est sûre, le coronavirus a mis un frein à l'arrivée des étudiants étrangers dans les universités et les écoles. 20% de moins environ. Et pour limiter la casse, le gouvernement a notamment publié mi-août une circulaire qui rend les étudiants et les chercheurs étrangers prioritaires dans l'examen de leur demande de visa. Alors aujourd'hui, vous, Tidjani Tall, vous êtes consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Bravo, belle réussite, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là même. Oui, alors effectivement, c'est ce qui rend mon parcours intéressant, c'est que moi j'ai quitté le Mali en seconde pour venir en France et en première, à mon premier examen en physique, j'ai eu 4 sur 20. Donc l'atterrissage a été brutal, mais je ne me suis pas découragé, j'étais bien entouré à l'époque, notamment par mon père, également par un prof de physique qui a cru en moi et j'ai pu remonter la pente.
Et c'est de ça que je parle dans mes vidéos et dans le livre. Votre livre. En parcourant vos vidéos, justement, vous en avez fait une 50aine. J'ai découvert le quotient culturel. Alors, je connaissais le quotient intellectuel, le QI, le quotient émotionnel, mais le quotient culturel, qu'est-ce que c'est? Alors, il est extrêmement important. J'ai travaillé dans une quinzaine de pays. Nous vivons dans un monde globalisé. Et le quotient culturel, pour résumer, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre qui vient d'une culture différente. Par exemple, dans certaines sociétés, les gens n'hésitent pas à prendre la parole et à s'exprimer. Dans d'autres, comme par exemple en Extrême-Orient, au Japon, en Corée, le fait de ne rien dire ne veut pas dire qu'on est d'accord. Donc, dans une réunion, il faut vraiment prendre l'initiative de leur demander expressément leur opinion pour qu'ils la partagent. C'est bien vrai. Vous expliquez aussi pourquoi, pour certains élèves, le cours de maths ou d'économie, c'est du chinois, ou encore comment dépasser ses limites grâce à la règle des 40%. C'est quoi cette règle des 40%? Alors, c'est une règle qui a été popularisée par les commandos de la marine américaine, les fameux Navy SEALs, qui décrit le fait que quand on fait un effort et qu'on a l'impression d'être arrivé au maximum de l'effort, qu'on n'en peut plus, en réalité, il reste encore 40% de carburant dans le réservoir. Donc, l'être humain a des capacités insoupçonnées, mais qui ne se déclenchent que quand on vise un objectif extrêmement dur et qu'on va au-delà de ce qu'on pense pouvoir accomplir. Alors, intégrer les grandes écoles et les filières d'excellence, c'est le titre de votre livre, mais ce n'est pas une fin en soi en même temps. Absolument, absolument. Je suis vraiment ravi que vous ayez posé cette question. Il y a un mode de pensée qui fait que si on ne réussit pas à tel concours ou si on ne rentre pas dans telle école, on a raté sa vie. Notamment en Asie, on apprend régulièrement à travers les médias que des adolescents se sont suicidés en Corée, au Japon, parce qu'ils ont raté l'examen d'entrée dans les écoles prestigieuses de leur pays. Je suis totalement à l'opposé de ça. Oui. Pour ceux qui aspirent vers ces écoles, je leur donne les clés avec mes contributeurs pour éventuellement avoir plus de chances d'y accéder. Mais j'insiste sur le fait que l'être humain a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de son compte en banque, de son diplôme ou de son poste. Merci Tidjani Djeftal. Je rappelle le titre de votre livre où vous revenez sur quelques-unes des vidéos intégrées les grandes écoles et les filières d'excellence aux éditions Ellipse.